Lorsque l'eau d'un lac se calme, quand les vagues cessent, son mouvement devient si doux qu'il devient translucide. Alors ses profondeurs nous apparaissent. Et il en va exactement de même pour nous. C'est lorsque nos eaux intérieures cessent de s'agiter que nos profondeurs deviennent accessibles. Ajahn Khemasiri dit « La qualité mentale la plus importante est sati, la claire conscience. Sati est la capacité à recevoir la vie telle qu'elle est, dans l'instant. Le point de départ de la pratique est d'être conscient de notre attitude intérieure vis-à-vis de nous-mêmes. Et pendant 10 jours, j'ai pu vraiment voir, cette eau intérieure s'apaiser, mais aussi ce qui se révélait à travers elle. J'ai vécu une retraite silencieuse très particulière avec un moine de la tradition Theravada, celle des moines de la forêt thaïlandaise, une tradition vivante, incarnée, transmise en présence, et je vais t'emmener avec moi dans cette odyssée. Bienvenue dans Odyssée de la conscience. Je t'invite dans ce podcast à prendre le chemin retour vers ta nature profonde, en embrassant avec amour ton processus graduel, ascensionnel et libérateur. Ensemble, on plonge au cœur d'une humanité ordinaire et simple. Et de cet espace, on découvre cet océan de conscience silencieux qui vibre en nous tous depuis toujours. Le mouvement Odyssée de la conscience est rythmé de récits d'expériences, d'enseignements spirituels, d'échanges élévateurs, de conseils du cœur et de méditation pour activer en toi une perspective élargie du monde et de ton humanité. Je suis Léa, je marche sur un chemin d'éveil, de vérité et de libération depuis mon enfance et te partage les trésors que je redécouvre pas à pas. J'enseigne la méditation de pleine conscience, la méditation vipassana, le reiki et je suis aussi mentor de vie spirituelle. Respire en conscience, sens ton corps dans ta posture. Accepte ton état d'être tel qu'il est ici et maintenant et ouvre ton cœur à ces mots. J'avais trop hâte d'enregistrer cet épisode, même si la retraite était il y a maintenant quelques semaines. J'ai pris le temps de vraiment poser sur papier, de structurer un petit peu ma pensée pour te mettre en avant le contexte, les défis, des moments de grâce, les ombres aussi de la pratique, et que tu puisses en extraire des perles de sagesse ou bien des révélations sur la nature humaine qui vont pouvoir peut-être t'aider, te guider ou t'éclairer. Ce que je vais te partager ici, je l'ai vécu personnellement dans mon cœur, mon corps et ma conscience, mais il y aura aussi quelques enseignements qui m'ont vraiment marqué et bouleversé et qui m'aident dès à présent et suite à la retraite dans mon quotidien et ma pratique. Déjà, je voulais te parler du contexte de la retraite et comment elle se passe parce qu'il y a beaucoup de nuances avec une retraite de SN Goenka. Donc, les retraites Vipassana, c'est très connu et notamment les retraites guidées par SN Goenka. Là, la retraite à laquelle j'ai participé était une retraite des traditions Theravada, des moines de la forêt thaïlandaise. Donc, c'était pas de la tradition de SN Goenka qui, lui, est birman. On reste bien dans les enseignements Theravada, simplement la grande nuance que je peux faire, c'est que moi, j'étais guidée et il y avait un enseignement par un moine vivant et présent avec nous toute la journée du matin au soir aux retraites de SN Goenka. J'en ai fait une en 2020, c'était ma première retraite Vipassana. La transmission n'est pas vivante puisque SN Goenka ne fait plus partie de ce monde entre guillemets. Donc ce sont des enregistrements audio, vidéo. Il y a certes des enseignants mais qui restent globalement en silence tout au long de la journée. Également, au cours des retraites Vipassana de l'enseignement de Goenka, l'organisation est très stricte. On est vraiment séparés hommes-femmes du matin au soir, sauf en salle de pratique. Et on n'a pas du tout le droit de lire, d'écrire. On n'a pas le droit de s'étirer. On n'a pas de temps libre ou d'espace pour ces choses-là. Là où, à la retraite à laquelle j'ai participé, le moine nous a donné l'accord d'écrire des choses qui ne constitueraient pas une distraction à notre pratique ou bien un échappatoire. Et il y avait aussi plein de livres d'enseignement du Dhamma et la tradition à dispo et on pouvait les lire. Donc c'était le cadre est un peu différent, on va dire.
Et pour moi, ça m'a un peu mieux convenu dans le sens où je mémorise beaucoup aussi les choses par l'écriture et puis j'ai souvent besoin de poser les choses par écrit pour les intégrer, les infuser et puis aussi pour retransmettre. Et là, j'ai aimé l'équilibre entre la discipline et la souplesse personnelle, la responsabilité personnelle qui nous était donnée, là où le moine qui nous enseignait ne nous forçait pas ou n'était pas vraiment autoritaire, il était vraiment très souple, très doux et il nous invitait toujours à recourir à notre propre discernement et notre propre engagement personnel pour poursuivre la retraite. La retraite à laquelle j'ai participé a lieu 2 fois en France et c'était une grande surprise que de trouver une sangha, donc une communauté en France parce que j'en avais pas trouvé avant et je me sentais un petit peu seule et finalement il y a le refuge qui est là, basé à Aix-en-Provence. Je vais mettre le lien de l'organisme, de l'association en description parce que voilà, ils organisent des choses exceptionnelles et ils relient un petit peu des monastères bouddhistes Theravada dans toute l'Europe, aussi bien en Angleterre qu'en Suisse ou bien en Italie. Nous, on était environ 65, donc on était très nombreux. Et vraiment, sur 65 personnes, on devait être 5 en dessous de 40 ans. Donc la plupart des gens étaient bien plus âgés, je donnerais même une moyenne d'âge de 55 ans. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Simplement que ce chemin, cette voie spirituelle demande de la maturité. On retrouve très peu de jeunes personnes qui comprennent un petit peu la voie, qui ont envie d'appliquer la discipline ou d'appliquer l'introspection, le cheminement qui nous est demandé, la dévotion, la persévérance, la patience, parce que c'est des qualités, j'ai l'impression, qui viennent un peu plus tard dans l'âge, avec l'expérience de vie. Donc, on était quelques jeunes, trentenaires on va dire, et je pense que voilà, on peut ou pas apprécier l'enseignement, mais globalement, il y a une forme de maturité émotionnelle, une forme de maturité humaine qui est requise, en tout cas qui attire certaines personnes plus que d'autres dans ces espaces-là. Il y avait un beau mélange aussi parce que certains pratiquaient, j'ai rencontré un Indien justement qui était là, qui pratiquait la méditation pour la première fois de sa vie et d'autres qui pratiquent depuis 20 ans. Donc il n'y avait pas de règles entre guillemets ou de loi de je pratique depuis tant d'années donc je peux aller participer à cette retraite. Non, il y avait tout niveau on va dire, il n'y avait pas de prérequis, sauf quand même d'avoir une certaine connaissance de la méditation parce qu'en effet, et je vais aller plus loin là-dessus, on est assis, on médite 8 heures par jour à peu près. Donc évidemment, on signe pour le noble silence, et ce que j'apprécie dans ces retraites, c'est que puisqu'on ne peut pas parler, personne ne peut déballer son histoire, ses drames, ses traumas personnels, et on n'est pas là pour ça. On est là tous ensemble en silence, face à l'enseignant, pour recevoir un enseignement, le pratiquer et voir pour nous-mêmes, et on n'est pas là pour un petit peu déballer notre science, commenter, ou bien justifier de certaines choses parce qu'on a un vécu comme ci ou comme ça. Donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que ça retire beaucoup de commentaires, de mentalisation, de justification, et on est un peu tous au sol, assis par terre, à la même enseigne. On est là comme des étudiants de la vie, avec cette humilité, cette ouverture et cette curiosité, et en fait, ça nous met sur un pied un petit peu commun, sur un socle commun, et c'est très appréciable. Donc dans ce silence, ce que je pourrais dire, c'est qu'on est tous égaux et il ne reste que l'énergie, juste ces étudiants-là de la vie à différents stades, et peu importe notre âge, notre sexe, notre genre, notre métier, l'argent sur le compte en banque, notre histoire dans l'enfance, les parents qu'on a eus, etc. Eh bien, personne ne se pose la question de qui vient d'où, du pourquoi, du comment. On est juste là tous ensemble et on connecte par notre énergie et notre soif un petit peu de savoir et de pratiquer, ou notre partage de cet amour pour la pratique, et ça c'est juste exceptionnel. Donc en arrivant, dès le premier soir, on a pris des engagements. Donc on a pris refuge dans les 3 joyaux, le Bouddha, le Dhamma et la Sangha, mais on a aussi pris 8 préceptes. Donc moi j'ai pris déjà 5 préceptes depuis 5-6 ans à peu près, les 5 préceptes fondamentaux du bouddhisme qui permettent de cultiver en tout cas une moralité dans le cœur qui nous empêche de créer du karma négatif, donc de nous réincarner aussi dans des royaumes un peu plus compliqués. Et là, on a pris 3 préceptes de plus. Donc je vais juste renommer et reparler des préceptes pour que tu puisses recadrer un petit peu les choses. Le premier précepte, c'est ne pas tuer, ne pas nuire ou ne pas prendre la vie d'un être vivant, même pas aux moustiques. Le deuxième, ne pas voler. Donc ne pas prendre ce qui ne nous est pas donné volontairement et consciemment. Le troisième, c'était s'abstenir d'une sexualité malveillante, dangereuse ou néfaste. Ça permet de tourner notre énergie vers le cœur plutôt que les chakras du bas.
Quatrième, ne pas mentir ni bavarder inutilement. Donc là, on a signé pour un noble silence qui nous empêche de faire tout commentaire, jugement, de papoter, blablater. Et quand on dit pas mentir ni bavarder inutilement, on entend aussi ne pas médire sur les gens, qui est quelque chose qui nous crée beaucoup de karma négatif. Le cinquième, et celui que j'ai pris il y a 5-6 ans, qui était le plus radical pour moi, c'est pas d'intoxicants, donc pas d'alcool, pas de drogue, pas de substances qui viendraient altérer l'état de notre esprit naturel. Et moi, il y a 5-6 ans, j'ai du coup arrêté complètement et fait le choix d'avancer dans ma vie sans intoxicants et je m'en porte très très bien. Donc là, c'est 5 préceptes que moi j'ai pris dans mon quotidien déjà en tant que laïque, mais à la retraite, on est invité à en prendre 3 autres. Le 6e précepte, c'est ne pas manger après le midi solaire. Donc dès que le soleil a dépassé le zénith, les moines bouddhistes ne peuvent plus manger. Donc on a suivi ce précepte-là. On avait seulement le droit à 17h à une pause thé et avec du miel, du chocolat noir ou du fromage si besoin. Voilà, c'était les conditions accordées par le Bouddha dans le temps et dans la tradition et c'est toujours respecté. On a pu suivre ça et finalement c'était juste exceptionnel de sauter un repas et de jeûner un petit peu plus longtemps que d'ordinaire. Le 7e précepte, c'est la simplicité totale, donc pas de musique, pas de parfum, pas de bijoux, pas de maquillage, pas de distraction et pas de choses qui viennent nous embellir. Donc c'est juste un bonheur de pouvoir être en pyjama toute la journée et personne ne nous regarde, personne ne nous juge, tout le monde s'en fiche de ce à quoi on ressemble, de l'allure un petit peu, de l'embellissement ou pas, et on est vraiment tous dans la bienveillance et l'acceptation et ça fait vraiment du bien. Et le dernier, 8e précepte, c'était la modestie dans l'espace, en fait, et notamment dans l'espace du sommeil. Donc, idéalement, on dormirait sur un lit très près du sol. Donc là, c'était pas nécessairement le cas, mais on avait des chambres très simples, on les partageait, pour moi, entre femmes, et on avait un lit simple, et vraiment dans cette humilité d'une chambre et d'un espace de vie très, très simple et très, très modeste. Donc tout cela crée vraiment un climat, un environnement favorable à la pratique, mais aussi un retour à l'essentiel. Je me suis pas sentie personnellement privée de quoi que ce soit. Au contraire, je me suis sentie allégée. Et on se rend compte qu'au quotidien, on s'ajoute tellement de choses à faire, tellement de pression sur soi, que là, en fait, on revient vraiment au naturel et ça fait vraiment un grand bien. Voilà un peu pour la structure de la retraite. Je vais enchaîner avec une citation parce qu'une odyssée n'est pas une odyssée s'il n'y a pas de péripéties et s'il n'y a pas de complications ou de difficultés et d'inconfort. Cette citation, c'est « Une mer calme ne forme pas de marin d'expérience ». Et crois-moi, j'ai pas toujours navigué dans une mer hyper calme, même si pour moi les retraites en silence et la pratique vipassana, c'est un peu mon terrain, un peu ma zone de confort, c'est là où je me sens hyper bien, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc déjà, je suis arrivée là-bas et je me suis rendu compte que j'avais oublié ma brosse à dents et un réveil ou une montre. Donc je pensais que sur place, il y aurait beaucoup plus de réveils ou des horloges pour voir l'heure et parce que moi j'ai décidé de mettre mon téléphone sur le côté. Encore une fois, là où c'était pas rigide entre guillemets, personne ne nous a pris les téléphones et les a mis dans une boîte, etc. On nous a fait confiance et du coup j'ai respecté cet engagement tout le long. Mais voilà, ça a été un peu challenging, même si j'ai trouvé une solution avec mon chéri pour s'échanger une brosse à dents, ça met un petit peu en insécurité, sachant qu'on est coincé là, entre guillemets, pendant 10 jours, donc on peut plus partir, qu'il n'y a pas d'autre option. Donc il y a eu des peurs, et ça m'a demandé de lâcher prise dès le départ, en me disant « Ok, bah c'est comme ça que tu dois vivre ta retraite ». Et je le vois aussi quand moi j'organise des retraites en silence, où j'ai certains de mes étudiants et participants qui oublient quelque chose, et qui se rendent compte qu'en fait c'est une bénédiction, parce qu'ils sont invités à lâcher prise par rapport au temps, par rapport au confort, par rapport à certaines choses. Et il n'y a jamais de hasard dans ces espaces-là. Donc je me suis dit, allez, go, on y va quand même. On ne se laisse pas démonter et on va le faire. Et justement, ne pas avoir l'heure ou l'horloge à portée de main, ça a été une vraie bénédiction. Parce que je ne savais pas combien de temps je pratiquais, je ne savais pas combien de temps de pause j'avais. Il y avait une cloche qui sonnait au début de chaque pratique et puis je suivais le mouvement un peu des autres en fait. Je me suis pas sentie perdue et je me suis aussi rendu compte que quand on regarde pas l'heure, on a beaucoup de temps. Donc bien sûr, on a beaucoup moins de distractions, beaucoup moins de responsabilités, d'engagement. Mais je me suis rendu compte que on ne manque pas de temps au quotidien, mais on manque de présence dans l'instant présent.
On manque vraiment de présence dans le temps qui s'écoule entre nos mains. Et quand on prend conscience que on peut être là à chaque instant, eh bien, le temps s'allonge, le temps se stretch et c'est comme s'il y avait beaucoup plus de temps dans une journée qu'une journée où, je sais pas toi, tu peux te poser la question, mais les journées où t'es complètement on the go, en train d'enchaîner les trucs, la journée passe hyper vite et les journées où t'as un peu plus de temps, t'as peut-être l'impression que le temps est plus long. Donc le rapport au temps change quand il n'y a pas d'heure et quand on n'a pas la même organisation et j'ai vraiment apprécié ce temps long en fait. Et je me suis aussi rendu compte que parfois on s'attache à des repères, là je vais prendre l'exemple du temps, mais on s'attache à des repères, on a l'impression que sans ces repères-là on n'est rien, mais en fait on est tellement adaptable, on est tellement modulable et en fait il y a toujours une solution et que finalement les repères qu'on croit vraiment importants, eh bien ils ne le sont pas vraiment. Donc ça permet aussi de recalibrer un petit peu les choses et de se rendre compte qu'on est attaché à certaines choses alors que finalement il n'y a pas besoin de tant d'attachement. Autre difficulté, j'ai eu affaire à la part de moi extrêmement contrôlante. Et là, je me rends compte que la part contrôlante, elle est tellement présente chez beaucoup de gens, je ne vais pas dire pour tout le monde pour pas généraliser, mais waouh, quelle part de toi est extrêmement contrôlante au quotidien et qu'est-ce que t'en fais de cette part-là? Parce que moi, c'est elle qui a ressurgi dans les pensées, dans le corps, dans les mécanismes. Et waouh! Comme je disais au début, quand le lac est constamment agité, on ne peut pas voir dans les profondeurs. Mais à force de pratiquer et méditer toute la journée, eh bien, les profondeurs commencent à apparaître, la surface se calme un petit peu, et là, on peut vraiment regarder ce qu'il y a en dessous de la surface, dans peut-être l'inconscient, dans les mécanismes et des schémas, et pour moi, c'est cette part-là qui a émergé. D'ailleurs, j'ai oublié de t'en parler tout à l'heure, mais une structure de journée classique, donc pendant 10 jours, c'était réveil à 5h30 du matin, méditation de 6 à 7, petit-déj, méditation de 9 à 11, déjeuner, pratique de 13 à 17h30, pause et pratique de 19 à 21h. Globalement, on méditait en méditation assise 4 heures par jour, en méditation marchée à peu près 2h30 et le reste c'était des enseignements. Donc quand on écoute un enseignement du Dhamma, du moine, eh bien on pratique aussi. Donc globalement c'était 8 heures de pratique tous les jours. Donc est-ce que cette part contrôlante qui a émergé m'a révélé sur la nature un petit peu humaine, en tout cas ma propre nature humaine, on verra si ça te parle, mais que il y a une part qui veut vraiment que les autres se comportent d'une telle manière pour que ma paix soit préservée, que le monde autour se comporte d'une telle manière pour que ma paix soit préservée, que les choses se passent d'une telle manière pour que les choses en moi restent calmes, que j'ai raison, que ce soit solide, que ce soit fiable, voilà, que tout se passe bien. Donc il y a une part qui a besoin de contrôler le monde autour pour que sa paix intérieure soit préservée. Mais en fait, là, la paix intérieure qui est là, elle est complètement superficielle parce que si la paix intérieure repose sur le bon fonctionnement du monde extérieur ou des autres, ou le fonctionnement selon ma pensée, selon mon besoin, selon mon jugement, eh bien, c'est pas une vraie paix. C'est une paix fabriquée, c'est une paix illusoire, c'est une paix qui ne durera pas. Là, le thème de la retraite, c'était le chemin vers la paix inconditionnelle. Donc, on était pleinement dedans. Moi, j'ai remarqué que la part de moi qui m'empêchait d'être en paix, c'était notamment, il y en a plein, mais la part qui cherche à contrôler le monde pour maintenir une stabilité intérieure. Et alors là, on sait que c'est ridicule, on sait que ça ne fait aucun sens, on sait que c'est pas comme ça que ça marche, mais on peut pas nier que cette part-là, elle soit là à l'intérieur de nous. Moi, j'aime pas me mentir à moi-même et me dire oui, mais je m'en fiche, je lâche prise, blablabla. Non, en fait, la part, elle est là, elle est juste soit en train de sponsoriser tout ce qu'on fait, mais tellement en silence et de manière tellement subtile qu'on s'en rend pas compte, ou bien on l'a complètement réprimée, auquel cas on se ment à nous-mêmes, ou bien voilà, plein de choses sont possibles. Je te laisse voir pour toi ce qui te parle, avec cette part contrôlante, si elle est là en toi ou pas. Et globalement, on sait que c'est ridicule, mais ça agit quand même, c'est là et on peut pas nier cette présence. Et j'ai beaucoup de gratitude d'avoir pu rencontrer cette part de moi parce que, je vais te le dire après, une magnifique expérience s'est passée à ce niveau-là au bout de quelques jours de pratique intensive. Une autre difficulté, celle-là, ça m'a rappelé la retraite de SN Goenka en 2020 au Canada, c'est la douleur physique. Et là, on peut dire ce qu'on veut, j'aime mon corps est exceptionnel, je reviens dans mon corps, mais dès que le corps ne va pas bien, on n'a plus envie d'être dans son corps. Dès que le corps est malade, dès qu'il est souffrant, douloureux, je trouve pas beaucoup de personnes qui se disent non, j'ai quand même envie d'être là, j'aime la douleur, j'aime souffrir. La douleur physique n'est pas agréable et elle est un peu obligatoire puisqu'on a un corps physique.
Au cours de cette retraite, on est mis face à cette réalité, cette vérité. Le corps va souffrir, tomber malade et mourir. On ne peut pas y échapper. On peut peut-être rendre la situation plus douce, plus agréable, moins douloureuse, mais on ne peut pas échapper à ça. Et donc, dans ces pratiques d'Aditana, où on reste assis pendant 4 heures par jour, alors c'est pas 4 heures d'affilée, c'est plusieurs pratiques différentes, mais la douleur s'exprime dans le corps. Automatiquement, l'inconfort s'exprime, les jambes qui s'ankylosent. Voilà, moi j'avais beaucoup de douleur au niveau des épaules et c'est là où j'ai fait le lien avec la part contrôlante parce que cette part-là, elle se manifeste beaucoup dans les tensions pour moi au niveau des trapèzes et des épaules. Donc tout a fait du sens au niveau du corps. Et justement, le moine nous a rappelé que l'illumination, donc la libération de toute souffrance, n'arrive pas dans la physicalité. Donc n'arrive pas dans la matière, elle arrive dans l'esprit. Elle arrive dans l'invisible et dans le subtil. Le corps est vu comme un véhicule périssable. On doit en prendre soin, mais ce n'est pas là où se trouve la liberté. Donc le fait d'avoir un corps, ça nous permet vraiment d'être face à la réalité humaine de l'impermanence, de la souffrance, de l'inconfort, du fait que ce soit aussi hors de contrôle. Tu sais pas si demain tu vas te réveiller et tu auras une douleur quelque part, tu auras développé une maladie. On ne peut pas nécessairement tout contrôler. On peut avoir une excellente hygiène de vie et quand même développer un cancer. Donc il n'y a rien qui est garanti. Et justement, la pratique nous a mis face à cette réalité et nous a permis aussi en tout cas moi ça me permet de désidentifier un petit peu, de déloger la conscience du corps physique et de reconnaître, voilà, c'est mon véhicule, c'est mon enveloppe, en tout cas c'est l'enveloppe dans laquelle la conscience s'est incarnée aujourd'hui. Simplement, je peux aussi l'observer d'une manière un peu plus détachée, un peu plus reculée. Et de cet espace, en tout cas, la douleur est un peu moindre et on peut la laisser passer. Donc ça, c'était une grande difficulté que je retrouve souvent dans les pratiques de méditation un peu plus intenses. Et ça nous permet aussi de discerner l'inconfort qui est un petit peu qui nous traverse et qui est lié à un instant, donc l'inconfort dans les jambes, dans les bras, etc. Et la douleur vraiment plus permanente. Et le moine nous invitait évidemment à ne pas nous créer des souffrances ou des douleurs supplémentaires, à ne pas nous faire du mal, mais à quand même observer l'inconfort dans le corps physique. Donc conclusion, le corps physique ne peut pas être durablement satisfaisant et agréable, et c'est une vérité, une réalité pour tout le commun des mortels, et donc l'invitation est de vraiment prendre conscience de ça, de l'accepter, et de vivre avec, en fait, avec un attachement un peu différent, un peu plus neutre et un peu plus doux. Et le corps a son importance aussi dans le sens où c'est le véhicule par rapport au karma, parce que quand on parle de parole, d'action, on parle de la sphère corporelle. C'est le corps qui agit, bouge dans la matière, et la parole vient aussi du corps physique et de la physicalité, et donc par ces actions du corps, on crée du karma positif ou du karma négatif. Donc le corps a vraiment a besoin d'être un petit peu rendu moral et d'être travaillé, amélioré pour qu'on puisse être des humains dans la bonté, des humains moraux et éthiques. Et que du coup, par le corps, par la parole, par les gestes, par l'action, par exemple, si on prend la violence physique, on va créer beaucoup de karma négatif. Par nos actions liées au corps, on puisse être dans la bonté, dans la compassion, et pas se créer justement du karma négatif pour soi, et créer de la négativité, de la douleur et du mal pour les autres autour de nous. Donc le corps a cette fonction-là qui doit être regardée d'un point de vue du karma et de la création de causes qui auront un effet, donc de la loi de cause à effet. Par rapport au corps physique, j'entends de nouveau la physicalité, la matière. J'avais vu un bel enseignement sur la Tara blanche qui parle de la sagesse et de la longévité. Donc elle nous aide à avoir une vie longue, la plus longue possible, mais pas pour profiter des plaisirs de la vie, du matériel, etc., mais justement pour pratiquer. Donc dans le bouddhisme, la longévité, elle est importante, c'est pour ça qu'on est gardien de ce corps, en prendre soin, le soigner, l'entretenir, bien le nourrir, etc. Notre conscience est gardienne de ce corps, si je peux dire comme ça, en tout cas c'est ma vision, et le but c'est pour atteindre la sagesse et pratiquer en tout cas le chemin vers l'illumination. C'est pas pour un autre but de plaisir sensoriel ou sensuel par exemple. Une autre difficulté, ça a été les commentaires du mental. Donc lié à cette part contrôlante, c'est une prison invisible, tout ce qui se passe dans l'esprit. Évidemment, quand on est un peu déconnecté des autres, quand on est en silence, quand on est
quand on a retiré beaucoup de repères, beaucoup d'habitudes, qu'on est un peu face à soi, on est face, et j'en parle dans le podcast sur les bienfaits du silence, on est face à la parole du mental. Et on se rend compte, on peut se dire ce qu'on veut, c'est pas toujours joli. Et même si on est sur un chemin spirituel, qu'on fait du travail sur soi, etc., faut arrêter encore une fois de se mentir à soi-même. Il n'y a pas que du beau, il n'y a pas que de la lumière, il n'y a pas que du bon et du gentil à l'intérieur. Et justement, même mes maîtres en Thaïlande nous disent c'est ok si c'est pas ok à l'intérieur. C'est ok si ce que tu ressens, si ce que tu entends dans l'esprit n'est pas bon. Parce que quand tu es en conscience de ça, tu peux décider de ce que tu vas nourrir. Donc là, je sens que le silence, ça nous met vraiment face à cette prison invisible de la parole du mental qui nous maintient dans un cycle assez négatif intérieur, l'auto-sabotage, notre discours intérieur. Et le fait de vraiment créer l'espace pour voir ça nous rend humble en fait. Ça nous rend vraiment conscients de la réalité de nos profondeurs humaines telles qu'elles sont. Et ça, c'est l'authenticité, la sincérité envers soi, je trouve. Donc ça peut être chaotique, c'est moche, ça fait mal. Il y a beaucoup d'opinions, de jugements, de critiques automatiques sur soi, les autres, de tentatives de contrôle, il faut que ce soit comme ci, comme ça. Enfin, moi, je vois ça comme une prison, comme une forme de rigidité. Je nous vois vraiment comme quelqu'un qui fait l'autruche ou quelqu'un qui a la tête dans les nuages, mais qui est vraiment dans sa prison mentale intérieure. Et moi, je pratique beaucoup la méditation et je suis sur une voie spirituelle depuis tant d'années et il y a toujours ça qui est là. Là où on peut agir, c'est en étant en conscience et en mettant de la lumière là-dessus et c'est ça qui va nous libérer justement de cette prison. De prendre conscience que la prison est là, déjà, c'est un grand pas en avant. Donc là, dans la qualité de présence qu'on a par la pratique longue tout au long de la journée, eh bien, on se rend compte que c'est pas nous, que c'est hors de contrôle, que le mental, il fait ça tout seul. Et je marchais, je faisais plein d'allers-retours et je voyais le mental qui vagabondait, qui critiquait, qui flagellait, mais aussi qui conditionnait. Il faisait que de mettre dans des boîtes, dans des certitudes, dans ça c'est comme ci, ça c'est comme ça, moi j'aime ci, moi j'aime ça. Et waouh, quel enfermement c'est, quelle déconnexion de la vie c'est de tout catégoriser, de tout conditionner. Dès lors qu'il y a une catégorie, une condition, il y a une fermeture à la vie en fait. Et là, ça a permis vraiment d'ouvrir un petit peu les vannes, de dire ok, s'il pense comme ça, bah, c'est son problème, mais il y a aussi la part de moi qui est consciente et qui a le choix d'aller nourrir ça, d'aller rester là-dedans, d'aller cultiver ça, ou bien d'aller nourrir autre chose et puis de poser son attention un petit peu ailleurs. Et tout ça finalement, ça recouvre la conscience pure à l'intérieur de nous, et ça recouvre aussi la capacité d'amour, parce que si on revient dans l'amour, dans l'espace du cœur, eh bien toutes ces conditions-là, elles tombent un petit peu, elles disparaissent. Donc en fait, ça peut être inconfortable, ça peut faire flipper de voir l'esprit tel qu'il est. Mais en fait, c'est juste un esprit qui pense, il n'y a rien de plus grave que ça, c'est l'importance qu'on va lui donner, et je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure, l'importance qu'on va donner aux pensées, aux mécanismes intérieurs qui va déterminer si ça vient nous impacter ou pas. Donc on a aussi ce pouvoir à l'intérieur de nous d'aller choisir, d'aller décider, et ça se fait que en présence, que en conscience. Si bien sûr on est en pilote automatique, on s'en rend pas compte, on peut rien faire. Et du coup, aujourd'hui, on parle beaucoup du travail de l'ombre, d'aller regarder ses ombres, etc. Pour moi, le chemin bouddhiste, c'est complètement ce type de travail qui nous met face à nos impuretés. C'est l'un des concepts de base, les 5 karas, les impuretés, notamment l'avidité, l'aversion et la désillusion. Et tout le travail, tout le cheminement de la méditation, de la pleine conscience, c'est d'aller regarder les impuretés pour démanteler le mécanisme. Donc c'est un pur travail de l'ombre du côté sombre, c'est un pur travail de faire face à l'humanité, au corps, à l'esprit, et d'aller choisir une voie de libération et de liberté par rapport à tout ça. Et j'en viens à mon prochain point sur mes difficultés, entre guillemets, parce que c'est une voie qui peut être perturbante, qui n'est pas facile, qui nous met vraiment face à ce qui est pas très joli, et aux mécanismes inconscients, aux habitudes néfastes, aux habitudes même toxiques qu'on peut avoir envers nous-mêmes, à notre discours intérieur. Donc je suis consciente que c'est pas hyper agréable, et en fait ce qui se passe, c'est que c'est un cheminement qui est complètement à contre-courant du monde, et c'est pour ça que c'est quelque chose, pour moi c'est un chemin très particulier, mais le fait que ce soit à contre-courant, moi personnellement je me sens un petit peu seule sur le chemin. Et c'est exactement ce que je disais au début, où sur les 65 personnes, on était 5 jeunes, entre guillemets, et en fait, il y a très peu de personnes de ma génération. Alors moi, j'ai mes étudiants, j'ai de la chance, mais très peu de personnes qui s'engagent sur ce chemin qui est pas mal inconfortable, et en même temps qui est tellement extraordinaire et merveilleux, en tout cas. Moi, c'est la voie qui me convient énormément, mais ça nous demande une force intérieure
qui dépasse l'entendement parfois. Et moi, parfois, j'ai des doutes par rapport à la pratique, par rapport à ma capacité à avancer avec cette pratique, par rapport au fait de pratiquer correctement, par rapport au fait de tenir sur la durée, où est-ce que ça va mener, parce qu'on marche finalement à l'aveugle. On a quand même les enseignements du Bouddha qui sont comme une carte et une boussole. Simplement, c'est à nous de marcher le chemin, personne ne va le faire pour nous. Et on doit le marcher pour nous-mêmes. Donc c'est normal, il y a des moments de doute, il y a des moments de solitude, il y a des moments où on a envie d'abandonner. Mais quand on se rappelle pourquoi c'est important et quand on vient aux enseignements, on se rend compte que waouh, il y a tellement de choses à aller récupérer. Et d'ailleurs, à la fin de la retraite, j'ai pu discuter avec l'un des participants et il m'a dit tu sais pas combien de temps ça va prendre, l'important c'est d'être dedans. Et waouh, ça m'a fait un bien fou d'entendre ça, de me dire, tu sais pas combien de temps ça va prendre pour démanteler tout ce processus qui est là depuis des années, des années-lumière peut-être, j'en sais rien, mais qui est là depuis tellement longtemps. Mais l'important, c'est d'être sur la voie, c'est de marcher le chemin. Et peu importe la voie que toi tu choisis, peu importe le temps que ça va prendre, l'important c'est d'être dedans, c'est de marcher. Il m'a dit aussi une autre chose que j'ai adorée, il m'a dit quand tu penses que tu comprends, t'as rien compris. Et je vois plein de gens avoir plein de certitudes, surtout sur les réseaux sociaux, certitudes spirituelles et déballer leur science, mais en fait, plus on croit qu'on a compris, qu'on solidifie une croyance, une pseudo-vérité, en fait on n'a rien compris. Et ce chemin, encore une fois, c'est un chemin d'humilité parce que quand on croit qu'on a passé un cap, en fait la pratique du lendemain, elle peut nous montrer qu'on n'a pas du tout avancé, qu'on recule même. Et là, ça va nous demander d'avancer avec la foi. Donc, la médecine du doute, ça va être la foi et de ne rien lâcher. Et je trouve que cette pratique est magnifique parce qu'elle nous permet de cultiver des qualités de cœur, des qualités humaines, de patience, de persévérance, de confiance, de foi, qui sont aujourd'hui peut-être moins réputées, moins fancy, moins populaires, mais qui, je trouve, font du sens dans ce monde et en tout cas qui résonnent beaucoup avec mon cœur. Pour continuer sur ces difficultés, entre guillemets, la dernière que je peux te partager, c'est de recommencer chaque jour à zéro. Cette voie nous demande beaucoup de résilience, de patience, d'humilité parce que chaque pratique, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne peut pas prévoir, on ne peut pas contrôler. En tout cas, on est invité à ne pas contrôler justement, à s'abandonner. Et on nous demande vraiment de redémarrer tous les jours d'un espace neutre, comme si on démarrait de zéro. Et j'aime bien, moi, cet aspect d'être étudiant de la vie, mais c'est pas tous les jours facile, surtout quand on a de belles expériences en pratique de méditation et que le lendemain, on a envie de reproduire ça et que c'est pas possible, ça peut être hyper frustrant. Donc voilà, ça nous demande de mettre de côté tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris la veille, tout ce qui s'est passé la veille et recommencer la journée comme si c'était une page blanche. Donc ça a sa difficulté, mais ça a aussi sa beauté. Encore une fois, les personnes qui entrent sur cette voie avec beaucoup de certitude, qui pensent avoir tout compris, savoir méditer, avoir compris les vérités, etc. Là, c'est l'ego qui parle et la pratique va vraiment remettre les choses à leur place. Moi, au début, j'ai eu beaucoup de moments où j'ai cru que j'avais compris, j'avais eu de belles expériences, voilà, j'avançais bien, etc. Et bien, les pratiques d'après, ça s'est dégradé parce que il y a un ego qui se met en place et justement, la pratique nous aide à démanteler l'ego pour aller à notre vraie source intérieure. Et donc, toutes ces choses-là ne pourront pas venir avec nous dans l'avancée de la pratique. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo que j'ai adorée qui dit que pour retourner à la conscience pure, il faut être personne. Et c'est la personne, donc c'est l'identité qui croit et qui a ses certitudes, qui solidifie ses conditionnements, ses cases, etc. Et là, dès qu'on met des cases, eh bien, on sort justement de la vasteté, de l'infinité, de ce qui est vraiment cette conscience pure à laquelle on cherche à retourner, entre guillemets. Donc c'est un processus qui nous demande de s'abandonner pleinement et de faire confiance. Et waouh, qu'est-ce que ça permet de travailler sur soi et de lâcher beaucoup de certitudes et donc beaucoup d'emprisonnement personnel. Alors quelles ont été les révélations sur l'humanité, sur l'être, sur la personne et les perles de sagesse que j'ai pu récolter par cette pratique intense et extraordinaire? Eh bien déjà que c'est une voie du milieu, mais c'est une voie du milieu qui est comme une science humaine et spirituelle en fait. Il y a tellement de données, d'informations, mais très spécifiques, très détaillées, très justes. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. On peut aussi regarder la cosmologie bouddhiste. C'est très perfectionné, on va dire, comme enseignement. Et il y a donc une étude de l'humain, de l'esprit humain, du corps humain, qui est vraiment perfectionnée et très précise. Et l'une des compréhensions de base est celle que la tendance humaine est simple, rejeter l'inconfort et s'attacher au plaisir. Boum. Voilà.
Donc avec cette donnée-là, le Bouddha a établi un chemin, cette map, cette boussole, qui nous permet de naviguer ça. Et donc, ce que j'ai pu comprendre là, c'est que en fait, la voie bouddhiste, c'est une voie holistique. Et une voie holistique humaine et simple. Elle nous invite vraiment à simplifier les choses et à voir les choses telles qu'elles sont. C'est une voie qui est au milieu du rejet de l'inconfort et de l'attachement au plaisir. Donc au milieu, c'est quoi ? C'est une forme d'équilibre, d'équanimité, de neutralité qui est OK, progressivement, aux choses telles qu'elles sont, sans s'attacher, sans essayer de les changer, de les modifier, etc. Et pourquoi c'est une voie holistique ? Parce que on appelle la voie pratique le noble sentier octuple et il adresse justement le corps, l'esprit, la parole, le cœur. Donc c'est une voie qui adresse l'humain, l'être à part entière, sans délaisser quoi que ce soit et qui adresse vraiment tous les aspects de l'être humain dans sa totalité. En adressant toutes ces parts de nous, corps, action, parole, intention, cœur, concentration, sagesse, on peut regarder comment simplifier notre vie. Et ça, hors contexte, ça peut être une question que tu te poses. Comment est-ce que je pourrais simplifier ma vie ? Qu'est-ce qui m'encombre aujourd'hui ? Et donc, dans ce cheminement-là, on est invité à simplifier radicalement notre vie, à renoncer au superflu, à alléger ce qui nous encombre et à se libérer de ce qu'on consomme mentalement, émotionnellement et matériellement qui ne vient pas nourrir la vertu, la moralité, l'éthique, la bonté à l'intérieur de nous. Moi, ça m'a énormément aidée et je peux te dire ici les choses auxquelles j'ai renoncé, entre guillemets, ou les dépendances qui étaient là avant et qui ne sont plus là aujourd'hui. Il va y avoir les dépendances à l'alcool, les dépendances affectives, les dépendances toxiques, on va dire, aux substances et à l'autre. L'anxiété des réactions inappropriées, irrationnelles qui ajoutent une souffrance inutile et non constructive, qui sert vraiment absolument à rien, et certaines phobies, par exemple la phobie des araignées et la claustrophobie. Donc c'est 2 phobies sur lesquelles j'ai réussi à travailler par la pratique de pleine conscience. Donc la simplification de la vie, ça a été aussi dans la simplification des mécanismes intérieurs, des habitudes intérieures, mais qui sont dans la sphère un peu plus subtile, dans la sphère réactionnelle, émotionnelle, mentale, pas nécessairement dans la sphère matérielle. Une autre révélation, c'est que c'est une voie d'incarnation, en fait. C'est pas une voie où on pense à quelque chose, où on analyse quelque chose, c'est une voie vraiment d'incarner ce qu'on a appris. Ici, il s'agit de le vivre, de le sentir et vraiment de le poser dans la matière en découvrant nos points d'attachement, les endroits où on s'investit dans un sentiment de soi, d'identité, de personnalité figée, les endroits aussi où on place des conditions, des censures, des restrictions et vraiment aller regarder ces endroits-là pour venir switcher, transformer, mais concrètement dans nos actions, dans nos paroles, dans nos intentions et pas simplement poser sur papier, faire un vision board ou brûler une lettre. Si on écrit des choses et qu'on brûle la lettre pour un rituel de pleine lune par exemple, mais que une situation similaire se présente le lendemain et qu'on ne change pas nos réactions, en fait ça sert à rien. Ça va pas se faire tout seul. Donc là, on nous invite à incarner pleinement ce qu'on enseigne, ce qu'on reçoit comme enseignement. On incarne la sagesse et on n'est pas juste là pour le dire, le prêcher ou le prier, mais on est là pour le vivre et l'appliquer en fait à soi, le pratiquer dans son quotidien. Donc ça, c'est une possibilité qui est là en chacun de nous en fait. Et c'est ça une autre révélation sur l'humanité, c'est qu'on peut tous choisir d'incarner les choses qui nous tiennent à cœur, des choses bonnes, éthiques, morales, vertueuses. Donc ça, c'est dans notre capacité d'humain en fait. Et c'est intéressant de pouvoir s'en rappeler, de pouvoir en prendre conscience. J'ai eu une autre expérience hyper révélatrice pendant une marche méditative. Là, en fait, il y avait un état de calme dans l'espace. Il y avait le moine pas très loin, une autre personne qui marchait à mes côtés. Et d'un coup, il y a une personne extérieure qui s'est introduite dans l'espace. C'était un petit jardin dans le monastère. Et puis, elle marchait très très vite et de manière très agitée et très bruyante. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Puisqu'il y avait plein de calme autour, la perturbation a été immédiatement identifiée. Mais personne n'a essayé de changer la perturbation, on n'est pas allé lui dire « faites moins de bruit, marchez plus doucement, ne passez pas par là, blablabla, blablabla ». On a laissé la perturbation passer, traverser, comme un visiteur. Et en fait, elle est passée toute seule, la dame faisait juste traverser l'espace. Et ça m'a enseigné quoi sur la nature de l'esprit humain ? C'est qu'il y a des visiteurs qui nous traversent dans l'esprit et si on ne réagit pas, la visite, le visiteur, ne fait que passer, que traverser. Il n'y a rien à faire. Et aussi, l'autre chose que j'ai compris, c'est que quand on cultive un état de calme au quotidien,
Dès qu'il y a une perturbation, quelle qu'elle soit, elle va être immédiatement, très rapidement reconnue parce que le contraste entre la mer calme et la mer agitée est quand même hyper palpable à l'intérieur de nous. Ce qui se passe, c'est qu'au quotidien, on ne sent pas quand il y a une nuance, quand il y a une nuance d'agitation, de mouvement, parce qu'on est constamment agité ou bien on est juste absent à nous-mêmes. Là, en présence et dans un calme cultivé progressivement par la pratique de méditation, chaque perturbation, qu'elle soit rationnelle ou pas, est identifiée et prise en compte en fait. On en est conscient, notre attention est présente et vive à ce qui se passe et là on peut savoir. À ce moment-là, je sais que cette femme-là, c'est pas un danger, donc je réagis pas. Mais à l'intérieur de nous, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de discernement qui fait que, attends, je laisse passer, je laisse traverser, ça vient me visiter, c'est un danger ou quoi. On va potentiellement réagir à tout ce qui traverse notre esprit. Donc toutes les pensées, toutes les images, toutes les mémoires. Là, cette scène m'a vraiment montré, ok, il y a juste des visiteurs qui traversent. L'esprit est comme un champ qui est traversé par ces visiteurs et la conscience qui observe, c'est le témoin du champ qui est traversé par les visiteurs. Certains sont doux, certains sont violents. Et ce qui est aussi dingue à regarder, c'est les réactions qui en découlent. Donc quand le bruit a été perçu, l'agitation de la personne a été perçue, il y a eu quand même une forme de réaction à l'intérieur. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Etc. Donc j'ai pu observer les réactions à la visite et en fait ne pas réagir aux réactions. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a des réactions à l'intérieur, à ce qu'on va penser, sentir, regarder, etc. Et quelle est notre autre réaction qui va venir déterminer si on va aller dans la souffrance, si on va aller dans le lâcher-prise, si on va aller dans la paix. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Et là, c'était très flagrant dans ce témoin des visiteurs dans le champ de conscience, des réactions qui en découlent et la création de tout un monde souvent complètement irrationnel et déconnecté de la réalité parce que s'il y avait une quelconque réaction, la réaction se serait un petit peu ancrée dans le corps, dans la conscience, etc. 10 minutes plus tard, ça aurait pu être encore là, mais la personne qui a traversé la pièce, elle était partie en fait. Elle était déjà absente, elle était déjà plus là, inexistante, simplement le mental aurait pu cultiver quelque chose de complètement inutile et irrationnel. Donc ça c'est aussi important à regarder, qu'est-ce qu'on va venir cultiver alors que la situation est passée, la situation est hors de contrôle, voilà, il n'y a plus aucun sujet, mais l'esprit va en faire un sujet. Allez, je passe à une autre révélation sur la nature humaine. Le karma yoga. Un moment extrêmement positif de ma journée, c'était le matin après le petit déjeuner quand j'allais aider à la plonge en cuisine. J'allais simplement aider à essuyer les couverts, les assiettes. Et en fait, c'était un moment de pure joie parce que je sortais un petit peu de moi-même et j'allais aider la communauté. Et ça, on l'oublie peut-être au quotidien, le don désintéressé, la générosité, le fait de s'entraider, de donner de son temps, de son énergie, de contribuer au collectif, à la communauté. Ça m'a procuré beaucoup de joie, de paix et puis de contentement. Une autre révélation a été aussi de prendre le temps de regarder. Imagine que tu regardes un tableau devant toi pendant 2 secondes. Tu vas voir quelque chose de superficiel, tu vas voir des formes, des couleurs, tu vas avoir une idée globale. Mais si tu prenais 15-20 minutes pour regarder le tableau, si tu prenais plus de temps pour regarder quelque chose, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas avoir beaucoup plus de détails, beaucoup plus de subtilité, beaucoup plus de nuances. La méditation, elle nous aide à ça, elle nous aide à regarder à l'intérieur en prenant le temps de regarder. Et en prenant ce temps, justement, on va avoir beaucoup plus de détails, beaucoup plus de subtilité, beaucoup plus de mouvement. C'est comme quand on regarde aussi, par exemple, je sais pas, une cascade de loin. Si on est très très loin, on a l'impression que c'est juste un filet d'eau sans discontinuité ou qui ne bouge pas, même si on est très loin. Et si on commence à s'approcher, on commence à voir le mouvement. Eh bien, au quotidien, on ne prend pas assez le temps pour regarder notre intérieur. Du coup, ça a l'air figé, peut-être stagnant, peut-être solidifié. Mais si on prend le temps vraiment d'observer, on va voir qu'il y a des micro-mouvements, des subtilités. C'est ce lac qui se calme et au travers duquel on peut voir les profondeurs. Et donc, quand l'esprit humain se pose dans le calme, il peut voir de beaucoup plus près les choses qui se passent à l'intérieur de nous et disséquer un petit peu ce qui se passe dans l'esprit et le corps humain. Et là, on accède à une sagesse beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande. Donc, prendre le temps de regarder, ça peut être regarder aussi la nature autour de nous, ça peut être regarder, je sais pas, les choses, mais en prenant plus de temps que juste survoler. Et là, voilà, on a une vision un peu plus pénétrante des choses et plus de connaissances, plus de sagesse, plus de compréhension des choses. La retraite en silence m'a aussi révélé notre capacité à créer de l'espace à l'intérieur de nous. Au bout du 3e jour, il me semble, j'ai senti un état de spaciosité, de vasteté intérieure. C'est comme si l'espace intérieur était si grand qu'il pouvait tout contenir
Donc c'est la première fois dans l'histoire de ma pratique que j'ai pu me sentir aussi spacieuse. C'est comme si autour des pensées, des ressentis et des perceptions, il y avait tellement d'espace, tellement de vide que finalement le cœur qui lui ressentait, qui lui observait, avait cette sensation que tout pouvait être contenu sans être blessé, sans se rompre, sans se perdre ou sans se fragiliser. C'était vraiment un espace dans lequel les choses émergeaient et s'éteignaient et il n'y avait rien qui posait vraiment des problèmes, il n'y avait rien qui se solidifiait, il n'y avait rien qui restait stagnant, qui restait de la même manière et puis il n'y avait rien qui était retenu. Donc c'était un espace de liberté finalement. Dans cette vasteté, le contrôle était inutile aussi. On imagine un océan tout entier qui contiendrait quelques navires. Est-ce que l'océan est perturbé par la présence de ce navire ou même son comportement? Pas vraiment. C'est vraiment cette sensation que j'ai eue. C'était un vaste océan de conscience, de présence aussi intérieure qui pouvait contenir un peu tous les navires, toutes les créatures de cet espace. Et puis tout était complètement OK. Voilà, c'était très paisible et encore une fois très libérateur. Dans cette même lignée du calme, j'ai pu ressentir aussi le cœur qui battait. Et vraiment dans des méditations qui ont été assez profondes, il restait simplement la sensation, en tout cas, ou le bruit même du cœur qui bat, mais c'était comme si ça prenait tout l'espace dans le corps, et c'était limite inconfortable et douloureux de ressentir à ce point-là le cœur qui battait, et j'ai vraiment ressenti la machine que c'est, la puissance de l'organe, en fait, du sang, la pulsation intérieure qui est là. Et le plus frappant pour moi, ça a été de me dire que au quotidien, on ressent pas du tout ça. Est-ce que au quotidien, au cours de notre journée, on sent le cœur qui bat à l'intérieur du corps? Eh bien, moi perso, je le sens pas si je suis pas dans un effort de calme. Et finalement, c'est encore une fois cet aspect de prendre le temps pour laisser les choses se poser et qu'on puisse ressentir les choses, percevoir les choses d'une manière complètement différente, avec une perception beaucoup plus fine, qui nous permette de ressentir notre humanité, notre corps, même jusqu'aux organes, au sang qui coule dans les veines, au moindre mouvement intérieur. Et ça, c'est juste extraordinaire. Également, j'ai pu prendre conscience au quotidien qu'avec cet espace créé de silence et de vide et de non-distraction, il y avait pas mal de souvenirs inconscients qui remontaient. Et je parlais tout à l'heure du fait que cette voix, c'est une voix du travail un petit peu de nos parts cachées, de nos parts impures, de nos parts blessées. Et en fait, il y avait plein de souvenirs inconscients qui étaient enfouis, mais depuis des années, des souvenirs vraiment qui apparaissaient de manière random, vraiment au hasard. Et enfin, je sais pas si c'était vraiment au hasard, mais des choses dont je me souvenais plus du tout consciemment. Et voilà, au quotidien, il y avait plein de petits souvenirs qui remontaient à la conscience. Parfois, il y avait une réaction corporelle énergétique et j'ai vraiment eu la sensation que le corps se nettoyait tout seul. Que tout mon être se guérissait, mon subconscient, mon inconscient, que plein d'aspects non identifiés étaient en train d'émerger. En fait, il y avait un espace pour que ces parts-là émergent et d'elle-même, j'avais rien à faire, d'elle-même, elle venait se nettoyer. Donc il y avait une notion de, voilà, ça sortait comme des petites bulles dans une boisson pétillante et puis boum, la bulle, elle éclatait et après, c'était terminé. Donc j'ai l'impression qu'il y a une phase de guérison très profonde, subtile, que je peux même pas percevoir ou sur laquelle je peux pas mettre de mots, qui s'est passée. Et donc plein de petits souvenirs inconscients vraiment. Et là, c'était vraiment des choses auxquelles je n'avais pas pensé depuis beaucoup d'années et de temps. Et donc voilà, ça se nettoyait de manière automatique, de manière naturelle et c'est fascinant. Et en parlant de guérison notamment, et comme ce travail est incroyable, parce que souvent au quotidien on cherche la guérison, on cherche à la provoquer, on cherche à travailler, on fait ce travail de guérison des blessures, blablabla, et bien là en fait j'ai rien cherché à faire de cet ordre-là, de la guérison personnelle, entre guillemets, de la réparation, mais en fait il y a plein de choses qui se sont faites d'elles-mêmes, et c'est là où je trouve ça exceptionnel dans cette pratique, c'est que sans chercher, en fait moins on cherche à forcer ou créer quelque chose de particulier, et plus ça se fait naturellement et ça se fait à un niveau vraiment très subtil, très profond, qui permet de s'incarner finalement dans le corps et de finaliser peut-être des choses qui étaient en cours, qui étaient encore latentes, dormantes et inconscientes. Donc je parlais tout à l'heure de la part contrôlante qui a émergé en pratique et j'ai eu une expérience forte de réintégration dans l'amour de cette part de moi. En fait, il y avait en pratique de méditation assise comme une forme d'ouverture, comme si c'était un zip en fait qui s'ouvrait de ma tête jusqu'à mon plexus solaire à peu près. Et de cette ouverture, c'est comme si mon être se scindait en deux, en fait, s'ouvrait en deux parts, et à l'intérieur de ça, il y avait une grande présence de lumière.
Et donc, dans cet écartement, on va dire, dans cette ouverture de la tête au plexus solaire et dans cette lumière, il y a, j'ai senti que la part contrôlante, donc je ne peux pas expliquer qui c'est, quand c'est, et cetera. J'ai pas cherché à mettre des mots, à analyser, le pourquoi du comment, d'où elle vient, blablabla. Encore une fois, moi j'aime bien être dans l'instant présent et sentir l'énergie ou la force plutôt que de la nommer parce que ça viendrait la réduire et mentaliser le process. Donc je laisse le processus se faire. Et là, c'est la part contrôlante qui apparaît, le cœur est vraiment grand ouvert et c'est comme si, ça a duré un instant, hein, vraiment quelques secondes. Et en fait, c'est comme si la part de contrôle avait été accueillie dans l'amour inconditionnel dans cet instant-là. C'était vraiment dans le ressenti, en fait, j'ai vraiment compris ce qui était en train de se passer, j'ai vraiment senti ce qui était en train de se passer et c'était un niveau beaucoup plus profond que les types de guérison que j'ai pu expérimenter. Ça m'a fait pleurer immédiatement, j'ai eu des frissons dans tout mon corps, j'ai tremblé, après j'ai eu très très froid, j'ai dû aller marcher un petit peu, enfin voilà, c'était très bouleversant en termes de sensations, hein, et d'expériences personnelles, mais ça s'est fait tout seul et c'est ça que je trouve exceptionnel, c'est que je ne cherchais pas à travailler cet aspect-là, mais l'espace intérieur était créé pour que ce travail soit fait naturellement. Dans cet accueil d'amour, ce qui a été le plus bouleversant pour moi, ça a été vraiment le non-jugement. En fait, il n'y avait pas de tentative de oui, t'es contrôlante parce que t'es comme ça, ou alors il faut que tu fasses ci et ça pour changer la sensation de contrôle, le besoin de contrôler. C'était juste, c'est ok. Il y a cette part-là en toi, elle est ok, on l'accueille dans l'amour, on la réintègre, elle reste plus dans l'ombre, elle reste plus dans une forme de sponsor caché, quelque chose qui vient finalement guider et donner une direction à mes décisions et à mes comportements. Non, là, en fait, elle est acceptée, elle est accueillie, elle est intégrée et le travail est fait, en fait. Je peux travailler avec elle, je peux avancer avec elle quand elle est nécessaire et puis quand ce n'est pas le cas, je peux lui dire, écoute, je t'apprécie, je sais que tu es là, mais pour cet instant, je n'ai pas besoin de toi. Et ça a été concret immédiatement après dans le courant de pensée que j'ai pu expérimenter. En effet, au cours des pratiques et des journées, j'ai pu remarquer plein de choses par rapport aux pensées, à la nature humaine, des cycles qui se renouvellent. Donc chaque jour, les pensées d'hier revenaient, mais plus l'observation grandissait, moins elle durait longtemps. Donc je voyais comme une répétition des pensées de la veille qui revenaient le jour même, mais aussi une apparition de nouvelles pensées qui émergeaient progressivement au quotidien et au fur et à mesure des jours, eh bien, la pensée se transformait et évoluait. Là, après cette expérience de pur méta, on va dire de pur amour bienveillant pour soi à l'intérieur, il y a eu immédiatement après la réintégration des pensées nouvelles qui sont apparues et les pensées de la veille qui étaient d'ordre du contrôle entre guillemets, eh bien avaient été transformées, voire avaient disparu, ou alors elles émergeaient mais il n'y avait plus de charge. Ça c'est hyper intéressant, c'est quelle est la réaction à la pensée qui peut se développer à l'intérieur de nous. Et bien là il n'y avait plus aucune réaction, c'est comme si ok, c'est là, et bien j'y touche pas. C'est comme le visiteur à l'intérieur, elles rendent visite mais elles viennent pas créer de danger, de perturbation à l'intérieur, c'est juste ok, c'est là, on en prend conscience et puis on move on avance à autre chose, on passe à autre chose. Donc immédiatement, il y avait moins de jugement à l'intérieur, moins d'attachement, moins de saisie. Il y avait vraiment ces nuages dans le ciel bleu qui passaient parce qu'il y a une réintégration, une acceptation dans l'amour qui s'est faite d'une part à l'intérieur. Et donc j'ai senti voilà dans tout l'être, en fait, dans tout le corps, ce qui se passait et il y a eu des effets en fait vraiment palpables par rapport à ça dans le courant de pensée. D'ailleurs, je vais rebondir immédiatement sur la notion de détachement en fait et de désidentification. Parce que on peut croire, et la question a été posée, est-ce que le détachement, ça veut dire être indifférent ou même fuir? Parce que beaucoup de personnes pensent que le détachement, ça veut dire être en fuite, en fait, ou juste ne pas sentir. Il y a une notion d'observation qui est un peu incomprise aujourd'hui. Moi, je crois que c'est important de sentir sans s'identifier, et la nuance, en tout cas, la pratique est très fine à ce niveau-là, parce qu'on peut avoir une tendance naturelle à fuir ou à rester absorbé dans une émotion par exemple, et là on est vraiment invité à sentir ce qui se passe à l'intérieur de nous sans se dire que c'est nous, sans se dire que c'est en contrôle, et donc être dans ce détachement, même dans le non-attachement qui est une nuance différente, parce que dans la notion de détachement il y a une notion d'action, là il y a simplement un non-attachement qui est immédiat, et ça veut pas dire être indifférent ou lisse ou ne rien ressentir.
Bien au contraire, c'est sentir et reconnaître ce qui est en laissant être tel que c'est. Et ça nous demande de nous exposer au monde aussi pour voir où on en est. Donc, c'est pas une forme de retrait du monde, je ressens rien. Ça, c'est une anesthésie en fait. C'est une anesthésie émotionnelle, c'est une anesthésie humaine. Ici, on cherche justement à sentir l'humanité, à l'explorer. C'est notre laboratoire d'expérimentation pour atteindre une forme de sagesse humaine. Mais on fait ça dans une posture qui ne vient pas nécessairement se perdre et se noyer dans ce qui se passe à l'intérieur. C'est un peu difficile à expliquer parce que c'est quelque chose qui se vit, qui se ressent et qui se pratique et c'est pas immédiat. Évidemment, il faut pratiquer notamment la méditation pendant un certain temps. Mais globalement, détachement ou non-attachement ne veut pas dire être lisse, indifférent ou toujours aller bien. En tout cas, moi, c'est pas ce que je vis. Justement, je vis des formes de montagnes russes, des hauts, des bas, des fluctuations et je vis l'impermanence et c'est ça que je cherche à vivre et à rencontrer, c'est la nature des choses et c'est l'impermanence. Donc là, on est vraiment dans une observation qui est active, qui est attentive, mais pas une observation passive des choses à l'intérieur. De cette observation active, attentive, on va avoir un choix. On va retrouver un pouvoir personnel, une souveraineté. On imagine de nouveau un robot qui avance, qui agit, qui décide sans se poser de questions, qui est complètement endormi, et à l'opposé, une personne qui est en présence de ce qui se passe dans son cœur, dans son corps, dans sa conscience. Là, on a parlé du fuel à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on va nourrir à l'intérieur de nous ? On a pris l'exemple des 4 qualités incommensurables, les Brahma Vihara. Donc on a Metta qui veut dire bienveillance, Karuna, la compassion, Mudita, la joie altruiste, Upekkha, l'équanimité. Notre moine enseignant nous a donné un exemple d'un grand maître, Ajahn Chah, en Thaïlande, à qui on a demandé « Est-ce que tu ressens la colère ?» Et il a dit « Oui, mais je ne la prends pas. » C'est-à-dire que le fuel intérieur, c'est de se laisser ressentir ce qui est là, mais décider qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on récupère, qu'est-ce qu'on saisit, à quoi on s'attache. Dans le bouddhisme, le mot qui est utilisé, c'est saisir notamment, la saisie. Donc là, le grand maître nous dit « Oui, il y a beaucoup de colère à l'intérieur de moi, mais je ne la prends pas, je ne la saisis pas. » Cet être-là a atteint la pleine illumination. Et cela ne voulait pas dire qu'il y avait une cessation nécessairement de sentiments, d'émotions, etc. Mais il y avait une cessation de la saisie des phénomènes qui se passent à l'intérieur. Donc là, pour nous, à notre niveau, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que quand, en pleine conscience, on vient rencontrer un phénomène à l'intérieur, une émotion, de la colère, de la joie, un inconfort, un plaisir, une sensation agréable, désagréable, une pensée pour laquelle on a une réaction positive, neutre, désagréable, eh bien c'est de s'offrir le choix et de se dire qu'est-ce que je vais nourrir, qu'est-ce que je vais choisir. Et dès lors qu'on fait ce choix, on va aller donner notre attention et donc notre énergie et là on va aller cultiver quelque chose. Le problème c'est que quand on n'est pas en conscience, les automatismes et les habitudes sont tellement là à l'intérieur que parfois il y a beaucoup de choses qui sont cultivées mais qui ne sont pas positives pour nous ou pour les autres. Là on reprend ce pouvoir de se dire attends, là, j'ai pas envie d'aller cultiver cette qualité, la jalousie, l'amertume, la médisance, voilà, le fait de se plaindre. Est-ce que j'ai envie de nourrir ça ou pas ? Et on a vraiment le choix. Il n'y a absolument personne qui nous force à aller porter des paroles négatives sur quelqu'un, des jugements négatifs sur quelqu'un derrière son dos. Il n'y a absolument personne qui nous force à rester en colère contre quelqu'un qui nous a fait du mal, à part nous-mêmes, à part le mécanisme intérieur. Là, en pleine conscience, on nous dit ton attention est ton fuel. Qu'est-ce que ton attention va venir choisir, soutenir à l'intérieur de toi ? Donc là, ça nous parle globalement de notre terrain intérieur. Qu'est-ce qu'on cultive dans notre jardin intérieur ? Qu'est-ce qu'on plante ? Qu'est-ce qu'on vient arroser ? Qu'est-ce qu'on vient nourrir ? Qu'est-ce qu'on vient cultiver ? Et le bouddhisme nous invite toujours à cultiver des qualités de cœur, des qualités morales, des qualités éthiques. C'est vraiment la fondation et c'est pour ça que, selon moi, ce chemin est un chemin humaniste et un chemin éthique parce qu'il nous invite à aller abandonner, à aller affamer les qualités néfastes pour soi, pour les autres et à aller cultiver et nourrir les qualités positives pour soi et pour les autres. Et ça en pleine conscience, en conscience, dans l'instant présent. On a tous le choix. On a tous le potentiel de dire oui ou non à quelque chose à l'intérieur de nous.
Et ça nous demande d'aller regarder notre volonté à l'intérieur, d'aller vraiment dans nos profondeurs et d'aller regarder un petit peu notre nature intérieure et d'opérer les changements, les améliorations si c'est nécessaire parce que tout n'est pas parfait. Il y a des impuretés, il y a des blessures, il y a des failles et on est là pour justement aller les regarder, pour aller recadrer un petit peu les choses et devenir des bons humains le mieux que possible parce que à la clé, il y a quelque chose qui s'appelle de nouveau le karma. Ce qu'on produit, on va le récolter. Voilà. On récolte ce que l'on va semer. Donc, qu'est-ce qu'on sème, qu'est-ce qu'on cultive et en fonction de ça, on peut très bien savoir ce qu'on va récolter. Si on plante une graine négative, si on fait quelque chose, dit quelque chose de mal dans l'univers et dans le monde et dans notre vie, on peut s'attendre à une répercussion immédiate ou retardée. On ne peut pas savoir quand. Mais il y aura forcément une répercussion égale ou équivalente parce que c'est la loi de l'univers. Et après, ça demande aussi de regarder nos habitudes internes, donc ça demande vraiment ce regard intérieur, cette introspection authentique et sincère, et tout ce qu'on va aller faire fréquemment, ça va devenir notre fréquence. Donc tout ce qu'on va aller faire de manière répétitive au quotidien, si on médite un petit peu tous les jours, et bien peut-être qu'à un moment donné, notre qualité d'esprit va s'améliorer. Si on fait des dons, des actes de générosité désintéressés, et bien peut-être que la vie nous le rendra à un certain moment. Bref, tout a une cause, tout a un effet, et ce qu'on fait, pratique, répète fréquemment devient notre fréquence, devient qui on est, devient ce qu'on va expérimenter. En ce sens, on est créateur de notre vie. Et là, le bouddhisme nous le fait réaliser et vivre pleinement parce qu'il remet entre nos mains notre responsabilité humaine, tout simplement. Donc il y a en effet une part de développement personnel, de développement humain, qui est de bâtir un moi, en fait, une identité, un personnage qui soit bon pour soi et non offensif, non violent pour soi et pour les autres, et en même temps l'aspect spirituel qui nous invite à abandonner la notion de moi. Donc c'est deux chemins qui se marchent un peu en simultané et pour laquelle on a justement une guidance. Et je dirais même au-delà d'une guidance, on a parlé de cadre de référence, moi j'appelle ça une boussole du bien, qui nous guide dans cette exploration spirituelle, mais même scientifique de l'esprit, du corps humain. Et au cours de la retraite, justement, on a mis en avant l'enseignement dans la perspective du Bouddha, qui est la notion de refléter pour soi par notre propre expérience avant de valider quoi que ce soit. On passe de endormi à la condition humaine et on passe d'ignorant en fait et déconnecté de l'expérience à éveillé et sage. Donc en fait, c'est une pratique qui nous rend beaucoup plus vivants, beaucoup plus présents à nous-mêmes et notamment la présence, c'est vraiment une force d'ancrage dans la réalité, une force d'ancrage dans l'instant présent. Et on a ce cadre de référence avec des pratiques structurées pour le corps, pour le cœur, pour l'esprit, pour la parole, pour le comportement qui nous permet vraiment de vivre une humanité hyper saine et sereine parce que quand on fait du bien, en fait, on peut dormir tranquille le soir, on peut s'endormir paisiblement. Si on sait qu'on a émis des actions, des paroles néfastes, douloureuses ou malveillantes, eh bien le soir, je ne sais pas si on s'endort aussi facilement que si on a été de bonnes personnes en fait. Donc pour revenir sur la notion de qu'est-ce qu'on nourrit dans l'instant présent, tu peux te poser les questions de l'identification de ce que tu nourris au quotidien, des tendances saines et malsaines, et inviter dans ta pratique une forme d'abandon de l'attachement justement aux tendances malsaines et puis d'aller nourrir et d'aller porter plus d'attention, d'aller cultiver des tendances beaucoup plus saines pour toi et pour les autres et d'aller même peut-être développer d'autres qualités que tu n'as pas encore développées, qui sont peut-être dormantes à l'intérieur de toi et voilà, d'aller nourrir à l'intérieur de toi, d'aller arroser de ton attention, de ta pleine conscience, de ta bienveillance, tout ce qui te semble juste. Et si tu cherches un cadre de référence, bien sûr, le bouddhisme a plein de références pour ça, mais je pense que c'est juste du bon sens. Je pense que dans toutes les perspectives et philosophies spirituelles, il y a une forme de cadre de moralité, un code de la route pour vivre entre humains. Et ça, c'est à nous de le décider, c'est à nous de le nourrir. On a aussi beaucoup parlé des émotions, ressenti les émotions et à quel point on s'identifie aux émotions et puis on va solidifier une personnalité autour de certaines émotions ou certains états d'être intérieurs. Et en fait, le fait de s'identifier à tout ça, aux croyances, aux conditionnements familiaux, aux sensations, aux traumatismes, aux labels, à tout ce qu'on a conditionné par des mots, par des concepts. En fait, dès lors qu'il y a un concept, il y a une forme de souffrance parce qu'il y a un emprisonnement. Donc la pratique nous a invités à nous libérer un petit peu et à détruire, à aller abandonner ce qui a été forgé dans le passé pour devenir des individus
autonomes, libres, mais aussi qui vont aller adopter des croyances, des pratiques ou des habitudes qui sont beaucoup plus en résonance avec notre intérieur, avec notre essence intérieure, plutôt que celles qu'on a un petit peu récupérées, récoltées ou qui ont été programmées dans notre inconscient depuis l'enfance. Donc on a ce pouvoir aussi d'aller travailler tout ça à l'intérieur de nous. Le petit tips qui nous a été donné par rapport aux émotions, par rapport aux scénarios qui se répètent dans le mental, les pensées, quand il y a des moments inconfortables, etc., c'est de se dire « c'est incertain ». Ça, c'est une petite phrase que répétait Ajahn Chah à ses disciples, de répéter pour tout ce qui se passe à l'intérieur, une pensée, une certitude, une croyance, un état qui nous traverse, de se dire c'est incertain, en effet, puisque la nature de toute chose est l'impermanence et l'insatisfaction parce que ça ne dure pas. Et donc, en effet, on peut avoir ressenti quelque chose aujourd'hui et puis le soir même, c'est déjà passé ou dans quelques jours, c'est déjà passé. Donc, on peut se répéter cette petite phrase là, à l'intérieur de nous, c'est incertain, pour aller démanteler un petit peu un processus qui se met en marche et qui viendrait nous engluer, nous embourber dans un mécanisme qui est complètement dévalorisant pour nous, dévastateur et douloureux. Le maître parlait notamment de contenir. Il nous donnait l'exemple de la différence entre une main qui est ouverte, paume vers le ciel, et puis qui contient toutes les expériences de la vie. Donc elles peuvent se déposer, mais elles peuvent aussi s'envoler. On imagine une plume qui se dépose et puis qui s'en va. Et à l'opposé, une main tournée vers le sol et qui agrippe. On imagine une main qui essaye de contenir, de saisir, de contrôler, de forcer. Et à l'opposé de la main ouverte, paume vers le ciel qui contient, on peut avoir une main qui saisit. Et donc l'invitation, c'est aussi de montrer quel est notre contenant. Est-ce qu'on a un contenant qui est ouvert, qui contient sans subir, sans saisir, qui ne se contracte pas, à l'opposé de cette main qui s'agrippe et qui s'accroche et qui finalement se fait beaucoup plus de mal. Est-ce qu'on est dans cet état de contenant, d'ouverture, de réceptivité, ou est-ce qu'on est dans cet état de nouveau de contrôle, d'attachement, et auquel cas on n'est pas vraiment des êtres humains libres et libérés comme on pourrait le croire. La main qui est ouverte en réceptivité n'est pas dans la réactivité. Et donc pendant cette retraite, on a vraiment été invité à observer la réactivité émotionnelle. Et du coup, cette réactivité, c'est vraiment le fuel dont je parlais tout à l'heure, le fuel qui vient nourrir, entretenir quelque chose. C'est la réactivité émotionnelle, la réactivité intérieure. Est-ce que j'ai nourri quelque chose qui aurait pu simplement passer ? Est-ce que toi, tu peux regarder ta journée ou ta dernière semaine ou tes dernières expériences, peut-être s'il y a eu des perturbations, et tu peux te demander si tu avais pu laisser passer, laisser couler un petit peu, est-ce que ça aurait été OK ? Est-ce qu'il y avait besoin d'une intervention, d'une réaction de cet ordre-là ? Est-ce que ta réaction était appropriée ? Et là, bien souvent, on se rend compte que nos réactions sont un peu inappropriées, démesurées, et c'est ça qui vient nous causer de la souffrance. Donc on vient chercher de nouveau à nourrir le bon, affamer ce qui n'est pas bon pour soi et pour les autres. Et l'autre aspect par rapport à la réactivité émotionnelle, c'était la notion de résolution. Et c'est drôle parce que je me suis formée à la résolution émotionnelle récemment. Et donc, résoudre, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire solutionner un problème complètement. La perturbation qui empêche la paix, par exemple. Mais c'est pas une résolution par une intervention qui trifouille, qui manipule, qui change, qui fait comme si de rien n'était, ou qui essaye de mettre de côté ou de mettre un pansement dessus. C'est une intervention qui transcende le problème, comme si on venait trancher vraiment le problème. Et ça veut dire qu'on vient vraiment couper ce qui vient nourrir le mécanisme. Donc on débranche à la racine et à la source. Et donc la pratique nous invite à, par l'attention attentive à l'intérieur, à venir débrancher à la source certains phénomènes et mécanismes qui sont nuisibles. Par rapport à ce sujet-là, le moine nous a aussi parlé des relations humaines et de l'importance d'un certain degré de friction entre les êtres humains. Il nous a pris l'exemple d'un monastère dans lequel tout le monde vivait en harmonie et le grand maître Ajahn Chah était venu leur dire que globalement, s'il y avait que de l'harmonie, que de la paix, eh bien ils ne pourraient pas évoluer dans leur pratique. Donc, dans les relations humaines et dans l'équilibre avec la solitude aussi, c'est important de trouver cet équilibre entre la séclusion, mais aussi être sociable, un temps de sociabilisation qui est important pour tous les humains, et que finalement les frictions ne sont pas négatives entre les humains, elles viennent nous enseigner, elles viennent nous dire là où on en est dans notre cheminement intérieur, là où est-ce qu'il y a de la réactivité émotionnelle, justement pour qu'on puisse aller évoluer, pour qu'on puisse aller regarder ça, pour qu'on puisse aller démanteler certains mécanismes, voilà, pour qu'on puisse reprendre aussi notre autonomie spirituelle, notre autonomie dans la responsabilisation de nos comportements, de nos paroles, de nos intentions. Donc il faut un certain
certain degré de contact pour pouvoir évoluer. Et puisque j'ai encore beaucoup parlé dans cet épisode, je vais commencer à transitionner vers la conclusion. Et pour conclure avec ça, Ajahn Chah disait « Toutes les choses nous enseignent si nous savons les voir ». Donc que ce soit les relations, les expériences, les synchronicités, les conditions de vie, tout ce qui nous arrive, tous les phénomènes intérieurs, extérieurs sont reliés, sont connectés. Et c'est ça le Dhamma, c'est les lois de la nature et de l'univers. Tout ça vient nous enseigner, si on est en conscience, si on est dans l'accueil de cette main paume ouverte qui vient contenir et pas saisir, qui vient sentir et pas fuir, et bien là on peut vraiment apprendre de la vie, de nous-mêmes et évoluer. De cet espace, on va pouvoir aller développer les deux ailes du bouddhisme, la sagesse et la compassion. La sagesse est celle qui émane d'une conscience éclairée, qui vient regarder, qui vient voir les choses de manière plus pénétrante, de manière plus précise, de manière plus détaillée, de manière plus lucide. Et la compassion, c'est les qualités de cœur qui se développent pour justement cultiver de belles qualités qui vont créer et engendrer un karma positif. Cette voie, c'est vraiment une voie qui m'émerveille tous les jours. Je trouve juste exceptionnelle toutes les données, à la fois spirituelles, mais aussi de l'ordre de la science spirituelle, de la science cosmique, de la science humaine, qui sont extrêmement enrichissants en tant qu'humains dans cette vie, sur cette planète, dans cette société moderne, dans notre ère actuelle, et c'est toujours en fait d'actualité parce que la vérité, c'est la vérité, les lois de l'univers, c'est les lois de l'univers. Malgré les temps qui changent, sur Terre, ici-bas, il y a plein de choses qui restent réelles, qui restent stables et auxquelles on peut se relier pour aller en apprendre plus sur nous-mêmes et sur le monde. Et pour conclure, si toi, tu as envie de faire l'expérience du silence, t'as pas nécessairement besoin de partir 10 jours dans un monastère comme moi. Moi, j'organise des retraites de 4 jours, tout simplement, dans le sud de la France, dans les Cévennes, pour que tu puisses expérimenter le silence, la détox digitale, le retour à toi, l'écriture, la méditation, le yoga, des pratiques introspectives, des pratiques de libération émotionnelle, et que tu puisses toucher à des parts de toi, peut-être encore enfouies, peut-être encore imperceptibles, et venir révéler ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de toi pour venir t'accueillir, t'accepter et t'aimer tel que tu es, et vraiment pouvoir avancer sur une voie spirituelle ou personnelle ou humaine qui te permette de vivre ta vie, d'être vivant, vivante, et de pleinement profiter de cette expérience parce qu'elle est très très riche. Le fait d'être incarné dans un être humain est très très rare. C'est une grande chance justement pour notre pratique spirituelle de pouvoir avoir un corps et un esprit de cette manière pour pouvoir pratiquer, évoluer et grandir. N'hésite pas à explorer les liens dans la légende de l'épisode, je te mets toutes les infos et si tu as besoin, entre en contact avec moi. Merci pour ta présence, ton écoute, mais surtout, ne laisse pas ça juste au stade de l'écoute intellectuelle, va pratiquer. Va expérimenter pour toi-même, va mettre en place des choses différentes, va observer tes réactions émotionnelles, tes réactions à tes propres pensées. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, dans ton corps, dans ton esprit? Va observer tout ça, tu es un laboratoire, l'être humain que tu es, dont tu disposes, dans lesquels la conscience réside ici et maintenant. Et ce laboratoire, c'est le champ d'expérimentation le plus précieux et le plus important. Toutes les qualités que tu vas récolter, cultiver et intégrer en toi, personne ne pourra te les retirer. Belle odyssée à toi et à très très vite.